monde et bienvenue dans Plus ou Moins Geek, un nouveau numéro de ce magazine culturel, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de culture geek, voire plus. Une petite date pour casser les préjugés, 1866, naissance de H.G. Wells, l'écrivain à qui on doit notamment la machine à remonter le temps et l'homme invisible. Ils sont bien visibles sur ce plateau, c'est l'équipe de chroniqueurs acharnés qui m'accompagne lors de chaque émission avec RL, blogueuse et journaliste. Il est romancier et écrivain, monsieur Laurent Kessy. Il est réalisateur, comédien et aussi co-auteur, monsieur Sébastien Rassia, co-auteur du Joueur du Grenier, interprété magistralement par monsieur Fred Molas. Rurik Salé pour nous accompagner également, qui est journaliste, compositeur de notre magnifique générique d'ailleurs. C'est un magnifique générique. Et également, on retrouvera François un petit peu plus tard dans l'émission qui nous présentera le talent web du jour. Et en attendant, ne serait-il pas le moment de lancer quelque chose avec des images, de la musique, une voix off et des extraits qu'on n'a pas encore tournés? C'est le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez Life on Mars, le dernier épisode de Stéphane au cœur d'une sombre affaire de meurtre, Invasion Los Angeles, le groupe Man with a Mission, Yumi pour sa rubrique cosplay, Grant Morrison, une enquête geek sur les mystères du Rubik's Cube, Read or Die pour la partie culture japonaise, le talent web Sam Robb et l'incontournable Shopping List. En plateau, c'est à vous. Allez, tout de suite, on se téléporte au début des années 2000 avec RL. Rubrique culture japonaise avec RL. Une série où les livres sont une source de pouvoir et où l'héroïne est une bibliomane invétérée, ça pouvait que me plaire, étant bibliomane moi-même. Bibliomane. Est-ce que ne dit-on pas bibliothécaire? Non, non, elle vit dans un immeuble rempli de livres, rien que pour elle. C'est un super-héros avec un gros B. Bibliomane, Bibliomane. Voilà. Et donc en plus c'est passionnant, c'est bien fait, donc c'est direct pour mon top 20. C'est une série qui s'appelle Read or Die et on peut regarder de suite ce que ça donne. Read or Die. Et si on le lit, est-ce qu'on meurt? Donc on peut remarquer la super musique d'Iwasaki Taku qui avait travaillé sur Origin, 0091, qui fait très James Bond. On avait reconnu d'ailleurs, on avait reconnu que c'était lui. Ça a l'air très espionnage en fait. C'est vraiment, voilà, on est dans un univers d'espionnage, d'agents secrets, c'est vraiment très orienté film d'action. Voilà les méchants. Bon, c'est de l'espionnage, mais le mec il me lance quand même des éclairs. Voilà. Oui, c'est non, minimum. On est au Japon, ouais, il y a un mix de fantastique, de super pouvoirs. On est dans un monde uchronique aussi, puisque c'est la Grande-Bretagne qui est une des plus grosses puissances du monde à ce moment-là. Voilà, avec une petite influence steampunk dans le design et tout. Il y a vraiment plein de choses, mais tout fonctionne super bien. Et donc l'histoire, c'est donc le type qu'on a vu tout à l'heure avec les éclairs. En fait, il va attaquer la Maison Blanche. Il a fait cramer dès le début de l'histoire, comme ça c'est fait. Et en fait, il est à la recherche d'un livre, puisque les livres sont source de pouvoir. Et en fait, c'est des clones. Il fait partie d'un groupe de clones qui s'appelle des Ijin, et c'est des personnalités du monde entier, historiques. Donc on peut retrouver par exemple Genjo Sanzo, qui est un des personnages de Seiyuki, la légende de Seiyuki. L'héroïne qui s'appelle Yomiko Readman, donc notre fameuse bibliomane. Nom de code The Paper, parce que son super pouvoir, c'est une Kamitsukai, c'est-à-dire que Kami, c'est le papier, Tsukai utilisé. Elle va manipuler le papier pour s'en servir comme une arme. Elle fait des trucs de ouf avec des avions et tout. Machin. C'est les origami. Non, genre, mais c'est vrai. Elle fait des maquis aussi. Et donc, c'est un agent secret pour la division des opérations spéciales de la British Library. Secret. Oui, top secret, voilà. Et donc, elle va être envoyée pour enquêter sur cette histoire. Qui veut dire bibliothèque et pas librairie. Oui, voilà. bien entendu. Library. Voilà. Et donc en fait cette série elle a vachement bien marché. À la base c'était des light novels de Kurata Hideyuki. Rappelons ce qu'est une light novel. C'est une nouvelle qui se lit rapidement, qui est souvent plein d'illustrations, qui est bien pour la jeunesse. Alors la light novel c'est le début des années 2000. Oui mais là je suis obligé de dire un truc moi aussi, le linguiste, novel c'est roman. Oui, short story qui est nouvelle. C'est une short story. Mais je te rappelle qu'au Japon, les agents secrets lancent des éclairs. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ça tempère. Il n'y a pas une scène dans le premier épisode où tu as des bibliothécaires qui se battent avec des M16 contre... Non, ça je confonds avec Toshokan Senso, je crois, un truc comme ça. Bien sûr. Attends, ça paraît évident. Mais c'est chaud les bibliothèques au Japon, franchement. Faut faire gaffe. Non, je sais, c'est encore une autre. Enfin bon, on s'en fiche. Merci. La première série en manga, qui est donc adaptée, tout est scénarisé par Hideyuki, qui a également travaillé sur d'autres mangas qui sont arrivés en France, comme Crossroad ou Kamichu. Ça vous dit non? Ah, Kamichu, je suis fan. Et la deuxième série, Read or Dream, qui date de 2003, et une de 2012 qui s'appelle Réhabilitation, donc Read or Die à chaque fois. Ça évolue comment l'histoire d'ailleurs entre Alors chaque... donc la première série, elles sont toutes indépendantes. L'animé, le manga, les OAV, tout fonctionne séparément. La première série d'OAV est de 2004, donc c'est voilà l'histoire que je viens de vous présenter. J'ai juste un truc, alors, tu me l'as déjà dit dans une autre émission, mais OAV c'est quoi? OAV c'est original animation vidéo. Voilà, c'est C'est des ce que tu achètes direct en
DVD. C'est le mec qui n'utilise Voilà. que des Donc, termes. c'est pas passé à la télé du tout, ça sort pas au cinéma, c'est vraiment que sur support DVD. Et donc il y a un spin-off de Reader Dream qui a Alors été... là, je peux expliquer ce que c'est. Ce que c'est. spin-off, Le oui. spin-off, c'est une série dérivée d'une première série. Oh, c'est extraordinaire. Oh, c'est magnifique. Pour finir, dis-nous tout. Voilà, ah, j'avais pensé à toi dans les OAV. J'espère bien. Oui, il y a un des personnages qui s'appelle Miss Deep, Miss Profonde, n'est-ce pas? Son pouvoir, c'est traverser la matière. Bon, bah, écoute. Il y a le C'est président... aussi mon pouvoir, Le d'ailleurs. président américain se fait dessus Je suis régulièrement. Gonzo de la honte avec toi, je crois déjà. C'est le petit truc, tu vois, c'est les Anglais qui sont super puissants, donc l'Américain il se fait dessus. C'est trop la classe. Bon, Et donc le plusieurs spin-off en séries fait... qui sont comme ça avec une Britannia très puissante qui. Ouais, c'est Ouais. très steampunk ça, ouais. C'est vrai que c'est très steampunk. Et donc le spin-off, en fait, on va se retrouver 5 ans après. L'héroïne Yumiko Rinman a disparu et sa meilleure amie la cherche. Et elle va se retrouver avec 3 gardes du corps qui sont également 3 filles qui utilisent le papier. Et donc elles vont se retrouver dans une espèce de rivalité entre la Dokusensha, qui est un peu l'équivalent de la British Library, et qui est une compagnie un petit peu louche chinoise qui fait des expériences. Enfin, voilà. Et donc, Ah, donc forcément, c'est au Japon, donc les Chinois sont chelous. voilà. Et Voilà. les Américains Alors, c'est sont quoi dessus. ces préjugés En parlant de préjugés, Stéphane est dans son dernier épisode de sa GN Murder Party. Est-il mort? Va-t-il survivre? Va-t-il résoudre le mystère? C'est une jolie phrase. Réponse en image. On se retrouve juste après. Surtout, ne zappez pas. Plongé au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Regardez. Ah! Tout le monde me paraît ici relativement suspect. Vous êtes tous des fous! Rappelons-nous que l'assassin est probablement encore parmi nous. C'est rassurant. Camille, il faut que tu poses la caméra, j'ai besoin de toi pour lui péter la gueule. Je tente de te maîtriser. Ouais. Camille, viens m'aider. J'essaie de te pousser contre la porte. Attrape-le avec moi, on va le pousser sur le lit et le maîtriser. Et déjà, il y a Maccabée, en plus, il y a moi. Ouais, il y a foule sur ce Et voilà comment se passe un combat entre gentlemen dans un jeu de rôle policier. Hop, voilà. Ça te ferme à l'enfermement, c'est bon? Nickel. Je vous laisse commencer l'interrogatoire. Un débrief. Nous étions en train de discuter avec le capitaine et nous étions en train d'obtenir enfin un peu de lumière sur toute cette affaire. On allait enfin retrouver des informations quand cet homme est monté l'arme au poing et s'en est pris au capitaine. Heureusement, à deux, nous avons pu le maîtriser et le désarmer. Cette nuit de crime et d'horreur dans une pension d'Étretat touche-t-elle à sa fin? Quand on a hérité de cette enquête, jamais j'aurais cru qu'on irait si loin dans l'horreur. Camille, je regrette de t'avoir entraîné avec moi là-dedans. Je suis au regret de vous annoncer que le contrat que vous avez mis pour le meurtre de votre mari est raté. Il m'a dit qu'il a été assassiné. Ouattard. Il a une grosse bosse. Sinon, à part cette affaire entre vous, que pouvez-vous me dire de votre fils Bernard? Parce que si j'écoute votre dame... Non. Il était appelé. Oui, tu racontes, j'ai fait la taille. Mais moi, j'ai besoin d'un coup. Sûr. Mon commissaire, ne bougez plus. Toi, tu tombes comme une merde. Ouais. Tu laisses une flingue maintenant. Bon, c'est réglé déjà ça, lui. Je décharge. Et pourquoi il essaie de me tuer? C'est la fête. Parce que le tueur à gage lui avait promis. Et toi, t'as pas cédé? Non. Bon, après qu'on ait découvert que l'ami derrière toi, attaché sur le fauteuil et assommé, était un tueur à gages engagé par Odile de Lagrange pour flinguer son mari, le gentilhomme, lorsqu'il s'est fait arrêter, ou juste avant, nous a fait une proposition à 3 chiffres pour l'aider à se barrer. À ce moment-là, évidemment, on a refusé, on faisait les gars honnêtes. Et lorsqu'il est passé à 6 chiffres, on s'est dit que ça pourrait être pas mal quand même de le sortir de là et de se barrer avec lui. Et manque de bol, j'ai pas été assez rapide pour abattre le capitaine. Édouard? 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 Mais qu'est-ce que tu fais? On y va ou pas là? On devait s'en aller, on avait dit qu'on s'en allait et je devais t'attendre. Je t'ai pas posé de questions. Comment ça vous deviez vous en aller? D'habitude, on va régulièrement sur Paris pour jouer. Ouais. Là, ce soir, ça pourra pas se faire. Ça, on a dit que tu fais. Par ici, par ici, par ici. Il en parle bien. Hop. Constance.
Seul contre tous, comment va s'en tirer notre courageux Camille parmi les derniers occupants de la demeure? De l'argent, très bien. Voyons voir où nous en sommes. Donc là, c'est le petit débrief des 8 survivants pour savoir ce qu'ils font actuellement, là, maintenant. Il reste plus que vous 8 dans la maison. Que faites-vous? Nous gardons tout de même pour vous quelques secrets sur cette affaire. À vous de vous lancer dans l'enquête pour résoudre tous les mystères. Saurez-vous incarner à votre tour l'un de ces personnages? Bon, on a l'argent. Tu l'as là, mais ils sont pas partis avec l'argent? Non, on l'a récupéré. Oh, mais ça, je savais pas. Quoi? Ah oui, bah oui. On brûle tout. On divise le fric. Si tu veux, t'as 3 assassins devant toi, moi 4. C'est-à-dire que moi j'ai pitié un peu de Louise et puis je ne voudrais pas non plus qu'elle perde totalement pied avec la réalité, donc on va peut-être arrêter de tuer les gens, quoi. D'accord. Ouais, je vais faire confiance alors. Donc tu prends de l'argent. Ouais. Tu me confirmes? Tu prends le pognon? Je prends le pognon, je vais le Toutes tenter. mes félicitations, tu vas survivre. Je suis pas sûr, mais on va bien voir. Je pense que ouais. Fait que je le tente. Je pense que ouais. Bien joué Camille, tu sauves l'honneur. Bravo à tous et à bientôt. Donc voilà, Stéphane est mort, lamentablement, je pourrais dire. On le retrouvera dans d'autres aventures, Stéphane, puisque c'est quand même notre expert jeu de rôle, jeu de plateau. En attendant, on enchaîne avec la rubrique cinéma, mais c'est fou. Rubrique cinéma avec Rurik. J'ai choisi de vous parler d'un film de voyous, d'un film rigolo, d'un film politique, d'un film fun, dont le héros n'est autre qu'un catcheur. Ça ne peut qu'être bien. Image, s'il vous plaît, sous nos yeux ébahis. Alors, c'est dit le héros, l'acteur est un catcheur. L'acteur, bien sûr. Pas un catcheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut commenter? Un homme, voilà, le catcheur, c'est Roddy Piper. C'est une ancienne star de la WWE. Qui jouait en écossais. Il portait un kilt. Exactement. Et il jouait de la cornemuse avant d'arriver sur le ring. Exactement. Et donc là, il enlève ses lunettes, car l'histoire du film, c'est des lunettes, bien sûr. Tout est basé là-dessus. Voilà, et là il s'énerve. Tout à l'heure on a vu le black, c'était Keith David, c'est lui, qui est aussi dans un autre film de John Carpenter. Il jouait dans The Thing, bien sûr. C'était, je ne veux pas vous spoiler le film, mais bref, à la fin il n'en reste plus beaucoup, dont lui. Voilà, Roddy Piper, John Carpenter a choisi ce personnage, ce mec qui n'est pas du tout un acteur, pour interpréter ce personnage de John Nada. Nada, ça veut dire bien sûr rien, puisque c'est un mec qui n'a rien. On le voit un moment avec son sac à dos. Il traverse les villes. C'est un petit peu une métaphore de l'Amérique qui s'écroule des années 80. Après, les mecs, les yuppies qui gagnent plein de thunes et les gens qui deviennent de plus en plus pauvres. Rappelons que c'est un film de 1989, donc... Voilà, donc c'est vraiment... Et à l'époque, John Carpenter, qui est un réalisateur, pour le replacer, très très connu, ultra légendaire, puisque c'est lui qui a fait The Thing, c'est lui qui a fait Halloween, c'est lui qui a fait 97. New York 97. Enfin, dès qu'on cite un film de Carpenter, L'Entre de la folie, c'est un peu le Kubrick du cinéma. Oui, à la plage. Je peux récupérer Gonzo de la route, s'il te plaît, pour vous Oui, à la je plage. t'en prie, Merci. voilà, mange-le. Et c'est aussi lui qui compose la plupart du temps Le thème d'Halloween. dont le thème d'Halloween, le thème d'Invasion de Los Angeles, car c'est le titre français de ce film-là. Voilà. C'est quoi l'histoire d'Invasion de Los Angeles? C'est donc ce John Nada qui n'a rien, qui se balade, qui arrive à Los Angeles et qui demande un petit peu du travail en tant que ouvrier. Bon, bref, il y a des trucs bizarres, il y a des chants dans une église. Et quand il rentre, il n'y a personne dans l'église. On voit que c'est un enregistrement. Il se dit, c'est chelou, dit-il en anglais dans le texte. It's chelou. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il y a les keufs qui viennent raser cette espèce de favelas de Los Angeles, mais il a le temps de trouver une paire de lunettes. Donc, jusqu'à maintenant, tu dis, c'est quand même bizarre ce truc. Et il met les lunettes, et là, il les enlève tout de suite parce que tout ce qu'il voit autour de lui est complètement transformé, notamment les affiches. À la place de manger des frites, lavez-vous les dents, dentifrice, machin, il y a marqué consomme, marie-toi, obéis. C'est d'ailleurs de là que vient la marque Obey. Et en fait, c'est des ordres comme ça. Et quand il voit certaines personnes, il voit que ce sont des extraterrestres. Et bien sûr, qui sont ces certaines personnes? Ce sont les bourgeois yuppies, les présentateurs de télévision, dont les mecs de plus ou moins geeks, bien sûr, et la femme. Ce sont les hommes politiques, ce sont les flics. Et tous ces gens-là sont des extraterrestres. Et ces lunettes que fabriquaient les mecs du camp permettent de renvoyer des rayons qu'on envoie dans la tête de tout le monde et qui permettent donc aux humains de ne pas voir ça et de se laisser guider par une race qui veut contrôler la planète. C'est vachement bien, j'adore ce film. C'est incroyable. Le look est génial aussi. Le look est génial. En même temps, c'est cheap et c'est génial. Et vous avez
cette scène incroyable que tu n'es pas sans connaître, puisque vous avez Keith David, donc le Black, qui ne veut pas mettre les lunettes. Ah oui, c'est une scène culte, ça. Mets les lunettes. Puis je fais, mais tu m'emmerdes avec ces lunettes. Et le mec, pendant, je sais pas, 7 ou 8 minutes à l'écran, ils se battent dans la rue parce que l'autre ne veut pas mettre les lunettes. Et c'est un hommage au Marvel. Carpenter adorait les Marvel, donc ils se battent, quoi. Je savais pas ça, mais je sais qu'il avait répondu à une interview où les mecs faisaient la critique, disaient ouais, c'est une métaphore du blanc et du noir. Le blanc veut obliger le noir à faire quelque chose qu'il veut pas. Ça, je pense pas. Et Carpenter répondait non, c'est juste une baston. J'avais des mecs qui savaient se battre, je les ai fait tourner. Voilà, et je crois que ça dure 10 minutes. Le mec essaie de lui mettre les lunettes. J'aurais même tendance à dire que c'est même trop long, quand même, clairement. Hein. À un moment, tu as envie de lui dire écoute, bonhomme, mets les lunettes, fais-lui plaisir, et puis qu'on en reste là. Parce qu'il finit par les mettre, et l'autre fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, oh mec! Et c'est un truc de base, parce qu'en plus, il a une pure. La VF est très rigolote. C'est vraiment un film incroyable. Peut-être une dernière info? Oui, la dernière info, c'est que John Carpenter était vraiment un réalisateur contre-pouvoir. New York 97, c'était la ville entourée d'un mur avec des prisonniers dedans. Et puis, petit à petit, il l'avoue lui-même. Maintenant, il aime la thune, il s'en branle. D'ailleurs, il fait quasiment plus rien. C'est un peu triste. On aime le Carpenter de l'époque. Il a fait des tas de chefs-d'œuvre et ça s'en est un, vraiment. Alors, il n'y aura pas besoin de mettre de lunettes pour voir le groupe qui arrive dans l'interview carrière. C'est le groupe Man with a Mission, avec des têtes de loup que vous allez bien voir à l'image. On se retrouve tout de suite après. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Mais quelle est cette étrange bande de loups rockers à corps humain? Le poil soyeux, l'œil vif. Qu'est-ce que c'est? Plus fort que dans Twilight, voici les Man with a Mission. Mais qui sont-ils vraiment? はい、我々はマン・ウィザ・ミッションという日本から来たバンドです。頭は狼、体は人間の作られた究極の生命体です。Yes. D'accord, bon, c'est un bon début, mais néanmoins ce n'est pas très clair. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre création? バンド自体は我々結成したのは2010年の頭1月ぐらいからなんですけれども、もともとは同じ研究所で作られた究極の生命体。昔は悪い人たちの悪の権力者たちに利用されてきましたけれども、その後悪さが過ぎまして南極の氷に閉じ込められまして、ずっと閉じ込められてたんですけど、2010年地球の温暖化によってちょっと溶けまして、出ることになりました。Et c'est ce que vous avez voulu raconter dans votre clip Don't Lose Yourself? おっしゃる通りです。とてもリンクしたリンクした映像になっております。はい、一番初めに出した映像作品、音楽作品でありますので、紹介という意味ではとても分かりやすく皆様にご提示できればと思いまして作らせていただきました。Mais vous avez pu absorber les musiques du monde entier à travers cette prison de glace? 我々自身が氷の中にいながらも世界中の音楽を聴きながら一つ思ったことが、本当に音楽にさまざまなジャンルがあるのと同じようにこの世界そのものも音楽ももちろん果てしなく自由なものだと思っております。自分たちがその世界に感じていること、音楽に感じていることその自由さというのがとても一つのキーになっておりますので、表現方法としてさまざまなものも自然に取り入れていると言えます。Cela explique pourquoi vos chansons sont si variées. Mais quel genre musical aimeriez-vous encore essayer? いっぱいあると思います。全然取り入れられてない音楽そのものももうありえないぐらい多いジャンルありますので、それこそフランスのまだ試したことないけどとても美しい音楽、いつかどうやって取り入れるのかわからないけど取り入れてみたいと思います。フランス語のカバー一生懸命勉強します。Des hommes loups japonais qui chantent en français. Ça promet d'être poétique. Ou effrayant, qui sait. D'ailleurs, pourquoi avoir sorti un single à l'occasion d'Halloween? そうですね。日本では確かに決してそのハロウィン自体がその祭日として主流になっている祝日ではないんですけれども、我々皆様と姿形が違いますので、これは我々の素顔ですけれども、ハロウィンというのは仮装をして
ちょっと違う自分になる、そういったおとぎ話の世界、いろいろな世界がその日には不思議と起こるというコンセプトの一日ですので、我々のですね、その見た目とですね、非常にリンクすると思いまして、一つそういった世界観を表現した作品を出させていただきました。Cette conception du monde doit faire partie de votre mission. Alors, peut-être avez-vous un message à nous faire passer? そうですね。ちょっと言葉で説明するにはかなり難しい質問ですけれども、我々の音楽、メッセージそのものは聞いていただければ分かると思います。世の中いろいろなこと、さまざまなこと起こりますけれども、決して後ろを振り返りすぎず、全て受け止めてですね、一日一歩でも小さな一歩でも大きな一歩でもいいので、前にみんなと一緒に進むことがとても大事なことだと思っております。Et nous avons voulu leur poser une question piège. Lequel d'entre vous a une mauvaise habitude? 悪い癖、彼の悪い癖。彼はDJ サンタモニカ。DJ なのでパーティー野郎です。とてもパーティーが大好きです。とにかく真面目なことを一切言ってくれません。そこが決定。Eh ben bravo, c'est du joli. Allez, un petit mot pour plus ou moins geek avant de se quitter. Plus ou moins geek. Plus ou moins geek. Plus ou moins geek. Blues more and geek. Blues more and geek. Blues more and geek を見てください。Is that okay? Je crois qu'on a choisi le nom de l'émission exprès pour embêter les Japonais, en fait. Il ne vous reste plus qu'à écouter leurs albums pour en apprendre plus sur la mystérieuse mission de ces hommes loups. Aouh! Voilà un groupe complètement fantasque. Voilà, on s'est disputé dans la voiture avec Rurik. Je lui ai cassé la gueule. Oui, non, mais voilà, le concept, il s'attendait à un truc si plus... toi aussi tu es féministe, tu peux écrire à Rurik, tu répondras à toutes les attaques, les procès, tout ça. Non, avec le concept, il s'attendait à un truc plus métal, je pense. Ah bah ouais. Parce que voilà, il y a des mecs qui ont une tête de loup, je me dis ça va être vénère, c'est un peu comme Kiss quoi. Kiss, tu regardes, tu vois, oh, ça doit être des mecs qui crient, ça, rock and roll all night, c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et là c'est pareil, t'as des loups-garous qui chantent, on dirait des Backstreet Boys avec vaguement un peu de distoge. Ou alors partir un jour, mais avec des têtes de loups-garous quoi. Alors ridicule ton truc. Et tu sais ce qui va se passer? C'est la rubrique série télé, tout de suite. Rubrique série télé avec David. Voilà, je n'ai absolument aucune estime de ma personne. Allez, je vous amène en 2006-2007 pour une série anglaise, une fois n'est pas coutume, diffusée sur la BBC One, Life on Mars, tirée d'un grand titre de David Bowie. Life on Mars. De 1973. Et en attendant, on va se remémorer quelques images où vous allez peut-être les découvrir pour la première fois. Le générique, il ne faut pas parler dessus. Mon nom est Sam Tyler. J'ai eu un accident et je me suis réveillé en 1973. Suis-je fou, dans le coma ou de retour dans le passé? Je l'ignore. Une chose est sûre, j'ai l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Alors peut-être que si j'arrive à trouver une raison à tout ça, je pourrais rentrer chez moi. Voilà, c'est une excellente série, c'est un énorme pitch. Alors très peu de saisons, 2 saisons, 16 épisodes. J'aime bien son blouson. Et il a un très joli blouson. Donc c'est un flic des années de notre époque actuelle. Il se fait percuter par une bagnole. Il replonge en 1970. Donc le premier truc qu'il voit qu'il a un pantalon pas def, une chemise pelle à tarte. Il est flic. Donc le premier truc qu'il voit qu'apparemment il a dans son portefeuille encore une carte de flic. Donc il va au commissariat. Là t'as 50 milliards de flics en train de cloper avec les vieilles machines à écrire. Une tonne comme ça de dossiers. C'est extrêmement drôle. Ça se passe à Manchester aussi. Ça se tape à Manchester. Tu vois, finalement, c'est très bonne histoire. C'est important parce que c'est une des villes à l'époque qui était quand même, la police était bien corrompue, ça parle de ça aussi. Et d'ailleurs, donc on a le personnage du flic, il va rencontrer son supérieur qui est Jen Hunt, qui est un personnage mais incroyable, c'est vraiment le flic des années 70. Il est machiste, il est un peu raciste. Quand il faut interroger un témoin, il le fout dans une pièce et t'entends les coups de bottin dans la tronche, donc t'as le mec des années 2000 qui dit mais je suis où quoi. Et par contre il a quand même un boulot, il a quand même des enquêtes. C'est une série qui a mis beaucoup de temps à arriver à l'antenne puisqu'au départ elle a été développée par 3 scénaristes, ils ont été voir
BBC One. Ouais, super, on voudrait une série comique avec un mec qui replonge dans les années 70. On leur dit, ouais, on va peu travailler le truc, ça met 4 ans. Finalement, ça atterrit sur Channel 4 en Angleterre, toujours. Ça va reprendre encore 4 ans de développement. Et finalement, BBC One, à la fin, se réveille en disant, ah bah finalement, on va peut-être la prendre. C'est assez énorme, justement, ce décalage entre les années 2000 et les années 70. Mais ce qui est génial, c'est que ce personnage, dans les années 70, tu te doutes qu'il est dans le coma parce qu'il entend des phrases. C'est-à-dire que des fois, il est en train de travailler et il entend, on est en train de le perdre, on est en train de le perdre. Et d'un coup, tu entends, paf. Et lui, il voit des éclairs, enfin, ce genre de choses. Ah, d'accord. Donc, il est dans une... Alors, le mystère est un petit peu entretenu. Pourquoi ça s'appelle l'iPhone Mars? D'après le titre de David Bowie, tout simplement. Sorti à l'époque, en fait. Voilà, c'est lui, c'est comme s'il était sur Mars, en fait, le perso, tu vois, tellement il y a un décalage avec... Voilà. Une chanson de soprano ou quoi? Juste par rapport à la chanson. Il y a une autre série qui reprenait un autre titre de David Bowie. Oui, alors je vais en parler justement parce qu'il n'y a eu que 2 saisons, parce que les mecs se sont dit, bon voilà, il n'y a pas besoin de faire plus, le mec plonge dans les années 70, 2 saisons, 16 épisodes, ça suffit. Ça se termine quand même. Ça se termine donc, au 16e épisode, mais par contre les créateurs, alors là il y a un petit doute, moi j'aime bien les trucs un peu tordus, donc j'aime bien. Mais ce qui est assez dément, c'est qu'ils vont créer une 2e série qui s'appelle Ashes to Ashes, qui va juste succéder à notre titre de David Bowie. Ça se passe dans les années 80. Ça se passe dans les années 80. Parce que la chanson vient des années 80. Et ce qui est très intéressant, c'est que la conclusion de cette série, Ashes to Ashes, transforme la conclusion de Life on Mars. Donc voilà, donc c'est un peu tordu. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Notamment les comédiens qui sont vraiment, je le disais, fantastiques. Le mec qui joue Jen Hunt, il est absolument extraordinaire. Et une bonne action quand même à citer dans cette série. Ils ont vendu la bagnole, c'est une Ford Cortina. Voilà, ils l'ont vendue et ils ont donné de l'argent aux pauvres. Voilà. Donc Fred, peut-être que tu veux vendre tes caméras, toutes tes vidéos du jour du grenier et le donner à la Croix-Rouge. Toi aussi. Oui, hein, je vends Ford Escort 83. La Testarossa que j'ai cachée. Peut-être que chez vous, il est temps de faire une petite pause. Non, vous n'allez pas faire de petite pause. Vous allez regarder dans vos placards. Est-ce que vous avez des Rubik's Cube? Est-ce que vous aviez des Rubik's Cube? Moi, j'en ai toujours un derrière mon bureau, sur mon étagère. Ma cousine a décollé les étiquettes pour les remettre. C'est pareil. Voilà. Moi j'ai un Rubik's Cube, c'est très, très difficile à faire. Voilà. Si vous voulez vous replonger dans le Rubik's Cube, tu décolles toutes les étiquettes, il reste que du blanc, comme ça tu gagnes à chaque fois. Cette technique est incroyable, je l'adore. Alors si vous voulez plonger dans le monde du Rubik's Cube et découvrir tout ce qu'il y a derrière, c'est maintenant et on se retrouve juste après. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Bienvenue dans le monde du cube. Le cube vous attend. Waouh, oh l'autre, je prends une voix mystérieuse comme Laurence Fishburne dans Matrix, alors qu'en fait le cube, c'est bien plus sympa. Inventé par Erno Rubik et non Rurik Salé, sinon ça se serait appelé un Rurik's Cube. Non, c'est bizarre un peu. Eh oui, enfin, il ne faut pas se creuser la tête trop longtemps pour les noms. Ce casse-tête est composé de 26 petits cubes qui s'articulent grâce à des axes cachés à l'intérieur. Je sais, c'est savant le cube. Rencontre avec des passionnés, dont Jean-Louis, qui en possède pas moins de 5000. En fait, le Rubik's Cube existe depuis 32 ans maintenant, puisqu'il est apparu en 1981. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est le casse-tête le plus vendu au monde. Plus de 350 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis 1980. Les ventes n'ont jamais cessé, en fait. Encore aujourd'hui, il s'en vend pas mal, que ce soit en France, dans les pays européens, en Asie, en Amérique. Je collectionne depuis déjà un certain nombre d'années, un peu plus de 5 ans. J'en ai au total pas loin de 150. On retrouve évidemment le casse-tête emblématique, je dirais le classique 3x3. Après, beaucoup plus récemment, tout un tas de variantes sont apparues. On a un mécanisme un peu particulier qui modifie le casse-tête et qui le complexifie bien entendu. Un peu plus étonnant, le Void, c'est-à-dire le cube classique mais sans axe. Alors on peut se demander où sont passés les axes. En fait, tout l'intérêt, c'est que la mécanique a été planquée justement dans les arêtes. Un casse-tête, c'est pas parce qu'il est grand, avec beaucoup de pièces, qu'il est forcément plus difficile. D'accord ? Il peut être beaucoup plus long à résoudre, mais pas forcément plus dur. Et on peut aller jusqu'à des formes beaucoup plus impressionnantes, comme celle-ci. Là, c'est vraiment un gros casse-tête pour mathématiciens presque, même si, c'est surtout une histoire de logique. Alors ça, c'est une variante autour du Gear Cube mélangée avec celui-ci qu'on appelle un Master Pyramorphix. C'est quand même en Chine qu'on trouve la plus grande variété et la plus grande qualité. Des concours de speedcubing, comprenez, magne-toi vite de finir ce Rubik's Cube, sont organisés partout en France, réunissant jusqu'à 300 participants. Il faut en général retenir plus de 100 combinaisons pour pouvoir résoudre le cube. Creusez-vous dans la tête, les amis. Le but ici, sur cet Open, va être justement de résoudre ces casse-têtes le plus rapidement possible.
Je m'appelle Alexandre, je pratique le Rubik's Cube depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans à peu près. C'est devenu un peu ma passion, mon passe-temps favori avec le sport aussi. Au départ, résoudre un cube, c'est comme un peu une victoire quand on y arrive la première fois, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez mystique pour les gens qui ne savent pas le faire. Et au fur et à mesure du temps, une fois qu'on sait le résoudre, on commence à avoir un objectif de vitesse naturellement, et puis il y a beaucoup d'entraînement, de travail et tout pour justement, donc le speed cubing, c'est la résolution la plus rapide possible, et voilà. Dans les compétitions, on n'a pas uniquement le 3x3 à résoudre, on le décline d'ailleurs en plusieurs variantes, puisqu'on a le 3x3 avec les 2 mains, on a aussi le 3x3 avec une seule main, et le 3x3 à l'aveugle. C'est une épreuve que j'affectionne particulièrement, je la trouve assez atypique. Et oui, aussi avec les pieds, d'où l'expression « jouer comme un pied ». Non, ça c'est moi qui en ai fait cette déduction, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre. Voici un petit décryptage de certains termes techniques. Le professeur est un cube composé de 5 rangées. Le V6 de 6 rangées. Le lube désigne un lubrifiant, non mais ne me regardez pas comme ça, qui permet d'optimiser la vitesse du cube. Toute une science, je vous dis. Donc on a des gens qui veulent absolument continuer à aller de plus en plus vite, donc ils font des compétitions régulièrement. Et puis des gens qui sont intéressés par soit découvrir d'autres difficultés dans des casse-têtes combinatoires comme celui-là, soit se contenter de pouvoir résoudre un défi. Parce qu'à l'origine c'est quand même un défi, hein. C'est vraiment compliqué de le résoudre, hein. Il faut bien dire ça. Quels sont les plus étranges casse-têtes ? Donc voici le Mirror Cube, qui est donc un cube particulier. Toutes les faces sont la même couleur. Mais lorsqu'on va le mélanger, on voit donc apparaître les différentes tailles des différentes pièces, ce qui le rend particulièrement intéressant à mélanger. Ce casse-tête-là a été créé par Erno Rubik en 1986. Il s'appelle le Rubik's Magic. Le but du jeu est de placer les 3 anneaux qui sont l'un à côté de l'autre ici, à 3 anneaux imbriqués les uns dans les autres, en réalisant une manipulation qui ressemble à ça. Voilà. Et une fois le pliage-dépliage effectué, on a nos 3 anneaux qui s'imbriquent les uns dans les autres. Il existe encore des centaines de variantes. Le cube rond, oui, je sais. Les 8x8, les faces fléchées, les passionnés comme Jean-Louis fabriquent même les leurs. Vous aussi, rejoignez le monde du cube. Alors avec des Rubik's Cube, il y en a un qu'on ne voit pas dans ce reportage, mais moi que j'adore, c'est un 16 faces. C'est-à-dire que tu as 16 lignes avec que des flèches, il n'y a pas de couleur, donc flèche de haut, flèche de bas. Et les mecs mettent, d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont jamais réussi à le résoudre. C'est dans l'antre de la folie, il y a des mecs comme ça qui sont à l'asile. Moi j'ai fait un Rubik's Cube où tu as 6 faces de couleurs et tu n'as rien à faire, tu n'as pas de truc qui bouge, c'est tout. C'est un cube en fait. Voilà, c'est un cube. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le cosplay, si vous savez ce que c'est, eh ben, regardez ça. Rubrique cosplay avec Yumi. Salut à tous, aujourd'hui 4 indices pour découvrir mon invité du jour. Indice numéro 1, elle a des cheveux roses. Indice numéro 2, sa sœur est aussi une combattante. Indice numéro 3, c'est une archère. Indice numéro 4, elle traverse les dimensions. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Bonjour. Bonjour. Donc là pour l'instant tu es en civil, donc comment est-ce que je dois t'appeler? Mémoire. Mémoire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante en commerce international et japonais. D'accord. Je pense qu'il est maintenant temps de découvrir l'identité secrète de Mémoire. Donc Mémoire, tu vas nous parler un petit peu de ton cosplay. Déjà, qui il est, de quel univers, pourquoi tu l'as choisi? C'est le personnage de Serra de Final Fantasy XIII-2. Donc c'est un personnage qui me tenait à cœur parce que j'avais débuté le cosplay avec Final Fantasy XIII. Quand j'ai appris qu'il allait y avoir un 13-2, j'ai vu Serra en héroïne principale. C'est l'occasion de faire Serra, c'est ça? Tu as commencé par des croquis ou des dessins pour te faire une idée ou... J'ai fait énormément de patrons au début. Le haut était plutôt assez basique, je n'ai pas cherché vu que c'est un tissu assez élastique, c'était un reste d'un tissu en fait
d'un autre costume. Par contre, pour tout ce qui est le reste, j'ai fait énormément de patrons. Je sais pas si tu peux commencer à nous détailler un peu les parties. Alors en fait, il y a le haut blanc, basique, fait avec un tissu élastique qui est doublé pour pas que ce soit trop transparent. La plaque est faite en créamousse que j'ai directement peint. Les décorations sont faites en pâte Fimo, donc une pâte qui cuit au four, et les écritures avec un crayon doré. T'as beaucoup d'accessoires quand même qui ornent le costume avec des détails assez prononcés. J'ai pris en fait le même tissu que le haut et je l'ai doublé avec un tissu en coton très épais pour justement alourdir en fait le tissu pour pas que ça s'envole. Ensuite, j'ai cousu donc les 3 rubans différents. Sur le jaune, j'ai utilisé de la peinture pour tissu. J'ai découpé plein de petits morceaux de ruban et j'ai collé à la colle néoprène. Pour réaliser la petite sacoche, j'ai utilisé donc de la créamousse que j'ai tout simplement recouvert en fait avec un tissu. Donc il y a 4 parties donc, qui sont recousues et ensuite j'ai cousu en fait les côtés. Et avec la peinture 3D, j'ai caché en fait les coutures. Et au niveau alors du collier, donc assez spécifique d'ailleurs dans le jeu. Alors le collier et les boucles d'oreilles aussi, c'est du Square Enix. Donc je ne l'ai pas fait toute seule. D'accord. Forcément, donc c'est les originaux. Donc en fait c'était un cadeau. C'est pour ça également que je me suis dit je vais vraiment faire ce costume vu que j'avais ce cadeau depuis longtemps. Peut-être parler aussi de tes chaussures. C'est des chaussures que j'ai achetées sur internet. Donc des chaussures coréennes. Et j'ai essayé de chercher en fait un tissu, donc un coton assez épais qui soit exactement de la même couleur que la couleur de base de la chaussure. Donc après je les ai recouverts, donc tout est cousu à la main vu qu'on ne peut pas passer à la machine. Donc on va quand même passer à l'explication un peu de ton arc. Alors en fait l'arc est fait en 3 parties. Cette partie-là c'est une seule partie, donc il y a 3 planches de bois qui sont collées, ensuite poncées. Donc pour faire les bouts. Ah d'accord, donc à la base c'était 3 planches de bois qui sont découpées et qui sont poncées en fait à la machine. Au niveau des ailes, on a utilisé du carton de calendrier et ensuite on a utilisé de l'enduit pour cacher les défauts et pour lisser. Je conseille en fait pour donner plus de volume aux éléments, c'est de rembourrer en fait les tissus avec soit de la créamousse, soit du tapis de sol, selon le volume qu'on aimerait donner. Le tapis de sol, c'est cette matière-là? Oui, voilà. Donc, par exemple, la ceinture a été faite en tapis de sol pour justement en fait, donner un côté élastique. Et ensuite, j'ai tout simplement recouvert de vinyle. Serra, c'est 4 mois de travail, 6 kilos et une vingtaine de croquis. Coupé. On va passer à quelqu'un qui, lui, bouge. Il s'appelle Laurent. Mais c'est qui? Rubrique BD et romans avec Laurent. Parce que Laurent, c'était toi. Eh oui, c'est moi Laurent. Et je vais vous parler de Grant Morrison et de sa série Les Invisibles qui s'est étendue de 94 à 2000. Grant Morrison, il fait ça chez lui en Écosse, mais il fait aussi ça, regardez. Il joue dans des clips, il joue le méchant dans des clips. C'est le cosplayer de Rurik en fait. Ouais, je trouve qu'il a un petit côté Rurik, ouais. Alors c'est quoi le groupe, vous qui vous y connaissez en musique de jeunes? Moi je connais la... Ah oui, non, mais moi, je peux même pas en parler. Je pensais que c'était les Boyzone. Non, assume ton truc. Alors c'est My Chemical Romance, dont le chanteur Gerard Way est un scénariste aussi de bande dessinée. J'aime beaucoup les costumes. Ah ouais. Et je vous conseille sa bande dessinée à Gerard Way qui s'appelle The Umbrella Academy, qui est traduite en français. Rien à voir avec Resident Evil. Et c'est ça, rien à voir. Et Morrison et le chanteur sont potes en fait. Exactement, ouais. En fait, Gerard Way rêvait de faire de la bande dessinée depuis toujours et il a profité de son succès pour aller voir ses idoles, dont Grant Morrison. Grant Morrison, il a bossé sur une BD que vous connaissez certainement tous, qui s'appelle Arkham Asylum, dessinée par Dave McKean, où Batman entre dans l'asile d'Arkham et rencontre le Joker, tous les fous de l'asile. Il a aussi bossé sur les X-Men. Là, il bosse sur Batman en ce moment. Sur Hellblazer, dont tu nous avais déjà parlé. Sur Hellblazer. Sur le reboot de Batman? Ouais. Non, là, il sur le reboot, oui, il continue Batman sur lequel il bossait avant et sur Superman. Tu il a veux dire relancé sur Superman. les comics, pas sur le film. Non, rien à voir. Non, là, on parle de BD. Oui, d'accord. Il a fait une des BD Superman que j'adore, qui est la quintessence de Superman, qui s'appelle Superman All-Star avec Frank Whiteley, qui est un autre Écossais et un des super dessinateurs actuels.
qui est son collaborateur préféré en quelque sorte. Il y a un mélange de Frank Mais Miller toi, tu et vas Stan nous parler d'une autre série de Les Invisibles, exactement, qui est un truc plus perso, pas super-héros. Les Invisibles, c'est 59 épisodes de 94 à 2000 avec plein de dessinateurs différents. Et c'est un truc complètement ouf. C'est l'histoire d'un petit groupe qui s'appelle les Invisibles, donc les Invisibles, qui appartiennent à un collège des Invisibles, qui dure depuis la nuit des temps et qui affronte une conspiration d'extraterrestres qui viennent d'une autre dimension. Enfin, voilà, on ne sait jamais trop leur origine. C'est un truc occulte avec plein de phénomènes paranormaux. Ils remontent dans le temps en se concentrant. Ils vont voir le marquis de Sade à l'époque de la Révolution française. Il y a un satellite qui envoie des messages à Jack Frost, le personnage par lequel on pénètre dans les Invisibles, on le suit parce que lui intègre les Invisibles. Il y a King Mob. King Mob, c'est un grand chauve qui ressemble beaucoup à Grant Morrison, qui est un peu la façon dont Morrison s'est mis en scène dans la BD. Et ils font X-Men, franchement, j'avais Professeur Xavier, les pouvoirs, tout ça. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas vraiment des pouvoirs et que c'est un truc beaucoup plus adulte, beaucoup plus barré, parce qu'il y a 30 idées par page. Est-ce que l'intérêt de cette BD, c'est pas justement que ça rebondit tout le temps et que ça part dans tous les sens ? C'est que c'est complètement dingue. C'est que tu crois comprendre un truc et puis hop, ça passe à autre chose. Il y a un personnage qui vient du futur, mais tu sais pas pourquoi, et puis tu découvres qu'après il y a quelqu'un qui est en train d'inventer une machine à remonter le temps. Ça n'arrête jamais, quoi. Ça n'arrête jamais. Et c'est ça qui est hyper de grand 8. C'est un maelstrom. Alors là tu m'as donné envie. J'ai écrit sur ma fiche. Moi je vote pour toi. C'est comprendre de la drogue, mais sans les effets pervers. Voilà. Je suis obligé de mettre un petit message préventif. La drogue, c'est pas bien. Un qui ne prend pas de drogue, j'ai envie de dire, c'est François. François qui est chez lui, et François qui va vous faire découvrir le talent web du jour ou de la nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. On se retrouve tout de suite après, ne zappez pas. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. À mon avis, la photocopieuse marche très bien. Ah, David, je suis à l'antenne. Formidable. Tout de suite, un talent web. Salut à tous, c'est Sam. Après vous avoir parlé de ma rupture avec beaucoup de... Sam s'est fait plaquer. Après des vidéos cumulant 1 million de vues, il rejoint Rewind, l'émission web du site 20minutes.fr où il revisite l'actu. Quelle vidéo présenterais-tu à celui qui ne te connaît pas ? Je pourrais le diriger vers le Rewind, qui est quelque chose qui me correspond maintenant énormément, puisque c'est de la news, mais ça reste quand même du sketch. Et ça y est, c'est le dernier Rewind de la saison. Alors pour ce dernier Rewind, j'avais envie de me déguiser. Voilà, j'avais vraiment envie de me déguiser en Batman, donc au final, je me suis déguisé en ça. Voilà. C'est marrant, hein. Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind. Après, celle qui me représente plus, je pense que c'est vraiment ma vidéo sur la rupture. À l'époque, donc je sortais vraiment avec la fille qui joue dedans et on s'est vraiment quitté, enfin elle est vraiment partie. Et le fait de la contacter, de lui dire écoute, j'ai envie de faire une vidéo sur la rupture, est-ce que ça te dirait de la faire avec moi et de revivre des scènes qu'on a vraiment vécues, sur lesquelles on rigole après, mais qu'on a vraiment vécues, c'était pour moi une vraie étape dans mon style. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de choses perso qui m'ont vraiment fait déprimer, mais sur lesquels j'ai envie de rebondir, quoi. Comme un psy, voilà, j'ai envie que les internautes soient mes psys. Genre le moindre petit truc, tu arrives à le rapporter à elle. Sam, tu veux un verre d'eau ? Non, j'évite de boire de l'eau parce qu'en fait, mon ex adorait aller à la piscine. Alors, l'eau, ça me fait penser à elle, quoi. Comme tu veux. Mais comment as-tu commencé, mon gars ? En fait, à la base, quand j'ai commencé mes premières vidéos dans ma chambre, quand j'avais 15-16 ans, je n'écrivais pas de texte. C'est-à-dire j'avais une idée de base, il y avait un sujet sur lequel je voulais rigoler, et donc j'improvisais. Voilà, j'avais 2-3 vannes que j'avais déjà préparées, mais j'improvisais. Et avec le temps, ensuite, je suis rentré chez 20minutes.fr pour faire une petite chronique d'actu insolite. Et là, je me suis mis à écrire mes textes. Voilà, c'est des sujets un peu plus noirs et sur lesquels j'ai envie de rire. Je dirais que je grandis en fait en même temps que mes vidéos. Donc au début, je parlais de trucs complètement cons et maintenant je parle de dépression et de rupture. Je trouve ça cool en fait. C'est ma vie, un peu mes vidéos. Quotidien et les premières engueulades, souvent pour des trucs un petit peu cons. T'as pas vu mes perles de lait ? Si, je les ai jetées. Quoi ? T'as acheté mes perles de lait ? Qu'est-ce qui te différencie des autres podcasteurs, le petit terme qu'on utilise pour les créatifs qui se filment chez eux ? Je dirais que c'est par rapport, en tout cas le style que moi j'ai envie de me donner aujourd'hui, qui me correspond, c'est peut-être des sujets un peu plus noirs, un peu plus tristes. Voilà, la vidéo sur la dépression là, que je suis en train d'écrire et de tourner, c'est pas forcément un sujet que ferait Norman ou Cyprien, parce que
c'est pas forcément leur mentalité, c'est pas leur cam. Même si on a une culture commune très forte, on a tous commencé ensemble il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, j'essaye d'aborder des sujets un peu plus noirs et de rigoler dessus. Voilà, ça me fait beaucoup rire en fait de rigoler de sujets qui sont totalement pas drôles. Voilà. Ah ouais, c'est là-bas, c'est la porte là-bas. À droite, tout, voilà. C'est comme plus ou moins geek, les gens se promènent sans pantalon. Y a-t-il d'autres choses qui te font rire? Moi, j'étais bercé quand j'étais gosse par les Robin des Bois et c'est vraiment, moi, c'est la base de mon humour. Pipi caca, mais j'adore ça, ça me fait marrer. Voilà. Un prout me fait rire, un rototo me fait rire, je peux pas m'empêcher. Après, il y a quelques références aussi un peu américaines, que ça soit Steve Carell, que ça soit des séries aussi, comme j'aime beaucoup The Office, j'aime beaucoup Big Bang Theory. Ou sur des références plus lointaines, les Monty Python aussi. J'aime beaucoup l'humour absurde, en fait. Voilà. C'est l'humour absurde, moi, c'est un truc qui me fait vivre tellement j'adore ça. Always look on the right side of life. Ah, les Monty Python, mec. Et comment te vois-tu évoluer? Il y a un mec qui est un peu détesté, mais moi que j'aime beaucoup, c'est Ardisson. J'adore Ardisson, je trouve qu'il a un vrai... ses interviews, elles sont pas chiantes. Voilà, et j'adorerais faire un talk show, voilà, faire un mélange de Tout le monde en parle, de Taratata et de Saturday Night Live aux États-Unis. Voilà, ça serait ça mon rêve, quoi, de faire du sketch et en même temps faire un vrai divertissement, parce qu'en France, on n'a plus de vrai divertissement. Moi, mon objectif, c'est pas forcément d'être devant la caméra. Voilà, moi j'aime beaucoup la réalisation, j'aime beaucoup la production, vraiment. Permettre à d'autres gens que je pense prêts et je pense avoir un réel talent pour les booster sur scène ou à la télé et être leur producteur, entre guillemets, oui, ça c'est quelque chose par contre qui me botte énormément. On peut pas partir, on peut pas vous laisser sans faire un e-beam, c'est pas possible. Ah bah voilà, e-beam! Allez, Sam qui va très bien depuis quelques temps puisqu'il est heureux en amour. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de 20minutes.fr puisque c'est là que vous pouvez voir le rewind. Et on enchaîne tout de suite avec le beau gosse Jones de l'équipe, Franck alias Frankie alias Jim White pour la shopping list. La shopping list, voilà, ça m'aide à articuler. On se retrouve tout de suite après. Tout de suite, la shopping list. Oh non, mais qui a tué cette Chips? Je vais enquêter sur ce crime. Et je ne laisserai pas le meurtrier s'enfuir. On dirait que je l'ai fait toute craquer. Ouais, vous avez pas idée le prix que ça coûte la musique des Who, hein? Et on va tout de suite commencer par les jeux vidéo et moi je vais vous parler d'une console hors du commun, la Wii U. Elle dispose d'une manette aussi grosse que votre canapé et tactile, c'est vraiment cool et je vous le recommande avec le jeu Super Mario Bros. Et tout le monde sait que quand Mario Bros, Mickey Mouse. Aïe! Ah! Pour rester dans la Wii U, je vous conseille aussi Sonic and All-Star Racing Transform. C'est un nom anglais, super classe et tout. C'est comme Mario Kart, sauf que là c'est assez novateur, puisque sur la course, vous pouvez changer votre voiture en bateau ou encore en avion. Vous avez toujours les petits gadgets pour éliminer vos adversaires et c'est super cool. Alors Freezing chez Doki Doki, je connais tes antécédents, je sais très bien que t'es un spin-off du manga Freezing et que ça parle de créatures un peu cheloues, mais bon bref, on n'est pas ici pour ça. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est toi qui as écrasé la Chips? Olivier de Benoît, ça sort chez Bambou et c'est un condensé illustré de tous les sketchs que ODB a pu faire sur France 2. Au fait, est-ce que vous avez déjà vu cette Chips? Laurent Kessy vous conseille Magie secrète, c'est écrit par Hervé Jubert et ça raconte l'histoire d'une sorte de Men in Black des temps passés qui essaye de réconcilier le monde de la magie et le monde normal. Mais bon, qu'est-ce que le monde normal? Bon, je vais pas philosopher là-dessus étant donné que je n'ai pas de cerveau. C'est bien toi qu'on voit sur cette caméra de surveillance. Jusque-là, tout est normal, le petit te cache quelque chose. T'es une sorte de personne qui raconte l'actu en patate des années 2012. Je te connais bien, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais cette Chips? Non? T'iras dire ça en garde à vue. Patate, Chips, je pense qu'il y a un lien. Bah, pourquoi j'ai ça, moi? Behemoth, c'est à retrouver chez Fleuve Noir. Ça raconte l'histoire d'un virus marin qui va tout ravager sur Terre. C'est une série qui a été initiée par les livres Starfish à retrouver chez le même éditeur. Chez Grand Angle, vous pourrez retrouver Parce que le paradis n'existe pas. C'est un roman graphique de 160 pages sur Fabien, 36 ans, chômeur, qui essaye d'échapper à la réalité.
Eh ben écoute Fabien, laisse-moi te dire quelque chose, le paradis existe. Et il est là. Ouais, excuse-moi René, je t'appelle, je suis sur l'affaire 33 et je me demandais si t'avais un peu de renseignements sur le groupe d'extrémistes des profs là. Quoi, les profs? Ouais. Ah oui, bien sûr, ils sortent chez Bambou. C'est un univers déjanté où les profs pètent des câbles à cause de leurs élèves. Voilà, il va falloir les surveiller de près ceux-là. Hein. Pour mon affaire de chips. Ah ouais. Les histoires d'amour au Japon, c'est chez Glénat. C'est un bouquin de plus de 500 pages où vous allez découvrir ou redécouvrir comment les Japonais voient l'amour depuis des siècles. Soleil a eu la bonne idée de publier 3 tomes sur La Marche du Crabe, une BD adaptée du célèbre court-métrage d'Arthur Depin, La Révolution des crabes. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est un coup de cœur de la shopping list. Merci René. Les résultats de l'analyse, on va savoir qui est le vrai meurtrier. Oh, j'y arrive pas à croire. Traîtresse, c'est de ta faute si elle est morte. Vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Quant à nous, on va retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek dans ce petit... Où est mon moniteur? J'espère que le voleur aura mis de l'écran total. Moi, je tiens à dire un truc, il est pas si beau gosse que ça, quand même. C'est vrai. Bon, alors c'était le pas beau de l'équipe. D'ailleurs, l'émission va toucher bientôt à sa fin, mais avant un petit rituel, savoir un petit peu qui vous a donné envie de découvrir ces chroniques. Oh mon Dieu! Oh, mais oui. Ça, je suis Elle tout t'a choisi. Remets-toi. Laurent? Ah, j'ai oublié le titre, mais. Read or Die. Voilà, les Biblioman, j'adore. Ah, c'est cool. Moi, je vais te choisir à toi, David. Oh, dis donc, Fred. Moi, j'adore Morrison, parce que je trouve que c'est un très bon scénariste pour les Batman. Rurik? Tu vas pas t'ennuyer cette nuit, je te choisis aussi. Je sens que ça va être pas facile à vivre. Et moi, je donne un petit vote à Laurent parce que ça me donne vachement envie de regarder là, les T'aimes bien les grandes choses, c'est ça? Ouais, voilà. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui ressemble à Rurik, je craque. Allez, il est temps de se quitter. L'aventure se prolonge sur les réseaux sociaux tels que Geekbook, Kickster. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Vous pouvez aussi télécharger l'application Plus ou Moins Geek. Allez sur le site plusoumoingeek.com, vous éclatez comme des fous sur le forum et prévenir tous vos potes que cette émission existe. 2 petites choses avant de se quitter. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour se revendiquer geek ou plus ou moins geek et qu'un bon geek est un geek curieux. On se dit à très bientôt. Au revoir!